C'est que j'ai souvent parlé d'horizontalité et de verticalité, et force est de constater que certaines personnes ont cet instinct, cette tendance compulsive et impulsive à avoir de l'horizontalité partout et à nier la verticalité. La négation, le déni de verticalité est très grave en fait. Et aujourd'hui, nous sommes dans une société qui nie la verticalité. C'est-à-dire qu'il veut tout réduire à de l'horizontalité. La question juive, par exemple, est typique. Est-ce que la question juive relève de l'horizontalité ou de la verticalité? Question grave. Est-ce que la relation entre l'homme et la différence entre ce qui distingue les hommes et les femmes est de l'horizontalité ou de la verticalité? Et à ce moment-là, voyez-vous, face à une période équinoxiale ou solsticiale, parce que c'est un peu ça dont il s'agit aussi, eh bien, la solsticialité va renforcer à la fois l'horizontalité et la verticalité. Puisque pour qu'une société soit cohérente, il faut qu'elle vive sur ces deux plans. L'équinoxialité, l'horizontalité, la solsticialité, la verticalité. Et presque toutes les questions dont je vous ai parlé, que j'ai évoquées, on essaie de les réduire à des problèmes d'horizontalité. C'est-à-dire, c'est un cas parmi d'autres. Par exemple, les Juifs, le judaïsme c'est une religion parmi les autres. Et à ce moment-là, au niveau de l'horizontalité, on va dire, mais c'est très bien, il faut respecter, il faut accepter les différences. Mais on ne voit que des différences de type horizontal. C'est-à-dire des différences qui n'ont pas d'enjeu au niveau hiérarchique. Voilà, il y a celui-ci, celui-là. Et d'ailleurs, le sionisme a joué la carte de l'horizontalité, finalement, pendant un certain temps. Nous aussi, nous avons droit à une terre, voilà. C'était la période des nationalités, etc. Donc, voilà. Donc, ils ont joué la carte de l'horizontalité et pas de la verticalité. Et en même temps, on sait très bien que dans le judaïsme, il y a quand même une puissante tendance à la verticalité. Donc déjà, il y a un double discours, mais les deux sont vrais, de certaine manière. De la même façon que la diaspora correspond à une forme de, ce que j'appelle dans le rapport matière-forme, j'en ai parlé l'autre jour, mais je crois que ça n'a pas été enregistré. La diaspora, c'est la matière, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'informel, la diaspora. C'est pas structuré. Alors que, en face, un autre phénomène juif, c'est le sionisme, c'est l'État hébreu, qui est tout à fait dans la forme, voyez-vous. On retrouve cette double dimension. Et d'une manière générale, c'est un leurre de vouloir que tout le monde dise la même chose. Non, il y a des positions qui sont différentes et qui sont fondamentalement différentes, en sachant très bien que comme on dit, on ne voit midi qu'à sa porte, etc. Enfin, je veux dire, en sachant très bien que, voilà, si quelqu'un est marqué par l'horizontalité, eh bien, il verra les choses de façon horizontale, point final. Est-ce qu'on peut lui demander de les voir autrement? Et inversement. Il y a un moment donné où il faut accepter des différences radicales de point de vue. Et le problème, et je voudrais terminer là-dessus, le problème c'est que tous ces courants ne sont pas démographiquement et numériquement comparables. Par exemple, les cas des Juifs, les Juifs, il y en a peut-être une vingtaine de millions dans le monde, bon, qui sont très dispersés en plus. La moitié est en Israël, l'autre moitié est dispersée en Europe et aux États-Unis et en Amérique du Sud. Et donc, voilà, donc, en ce sens-là, c'est pour ça que je crois que c'est intéressant qu'il y ait un bicamérisme, par exemple, comme l'ont montré les Anglais. La Chambre des Lords, la Chambre des communes.
le Sénat aux États-Unis et la Chambre des représentants. Et en France, l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est bien cette dualité, ce bicamérisme, comme on dit, qui est, à mon avis, la reconnaissance de cette dualité fondamentale qu'il faut respecter, qu'il faut reconnaître, mais qui, et d'ailleurs, selon la Constitution de 58, l'élection de président de la République se faisait par un collège réunissant à la fois les sénateurs, les députés et d'autres personnalités, etc. Ce n'était pas le suffrage universel. De Gaulle n'est devenu président de la République au suffrage universel qu'en 65. Il a été élu en 58-59 par un collège de quelques milliers de personnes.